Mardi et François Malardo sont là, le directeur sportif virtuel du FC Metz avec nous dans quelques minutes. Mais avant cela, messieurs, François Malardo et la DTN. Et avant cela, juste un petit mot sur Cristiano Ronaldo. Je vous livre cette petite information, les gars, qui n'est pas anodine. Vous savez que Luis Campos, il n'a rien à voir puisqu'il est directeur sportif de Lille, Luis Campos, mais de nationalité portugaise, proche des agents qui comptent, a discuté récemment avec Cristiano Ronaldo et Cristiano a dit à Luis Campos que Ronaldo avait besoin de quelques jours de réflexion concernant son avenir au Real. Donc ça relance un petit peu l'affaire. Je m'en fous pas. Voilà, et j'ai échangé avec lui, dit Luis Campos. Il se concentre beaucoup sur son travail. Personne ne pense que c'est lui qui fait sa feuille d'impôt. Il a été très surpris. Maintenant, il est dans une phase de douleur. Il aime donner une bonne image de lui. Il se donne quelques jours de réflexion. C'est quand même, parce que là, on va rentrer maintenant on y est déjà. Les afters, on va parler des transferts. Et je pense on y est déjà l'after foot jusqu'au cou même. Et le RMC Poker Show, ça va être la même chose, parce que dans une période de bluff avec les agents qui te racontent ce qu'ils veulent et souvent n'importe quoi, c'est quoi ça valait une aspirine. D'ailleurs, ça me fait penser que Jean-Louis Tour est l'invité du RMC Poker Show ce soir. C'est vraiment que Daniel n'avait pas d'invité. Toi, tu l'as mis. Et il est dans le camp. Dans quel camp? Celui d'en face demain pour le match de l'after ou dans le tien? Jean-Louis, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir, Jean-Louis, demain au match de l'after. Il est bloqué. Il est sur l'émission, Team Dugas. D'ailleurs, oui, c'est vrai. Je vous le rappelle, match de l'after. Tu fais bien de le dire. Match de l'after demain, 17h au Stade Bauer de Saint-Ouen. Entrée gratuite. Buvette. Merguez, tout est organisé pour vous. Dès demain, ouverture des portes vers 16h, échauffement avec Jérôme Roten et ses préparateurs physiques. Daniel Riolo également sera là, évidemment, puisque c'est la team Roten contre la team Riolo. Demain soir, avec quelques gloires de notre football national et international présentes demain. Donc venez nombreux si vous êtes en région parisienne. En plus, il va faire beau. Donc voilà, 17h demain au Stade Bauer, c'est gratuit. Il y aura des pom-pom girls. On compte sur toi. Si tu pouvais t'organiser avec des petites plumes, ça peut être mignon. Alors, ça nous amène donc au jingle. François Malardo. Je reprends de toi hier soir. Jingle. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. Hubert Fournier, qui vient d'être nommé directeur technique national en succession de François Blacard, donc qui part à la retraite. Et hier, j'ai beaucoup aimé toutes les questions que tu as soulevées, mais il serait temps peut-être de commencer à apporter quelques réponses. Alors, il y a beaucoup de sujets. Mais moi, mon avis hier, c'était, je le rappelle, Hubert, viens nous exposer ton projet, parce qu'en gros, la DTN, souvent, c'est flou. Ce sera fait. C'est flou, voire mystérieux. Vous allez laisser M. Fournier faire ses devoirs de vacances et vers septembre, très vraisemblablement à la rentrée, il viendra devant les médias, j'espère. Et pourquoi pas chez nous, devant les médias français et du monde entier, expliquer, donner les détails de la stratégie de la direction technique nationale. Vraisemblablement, j'ai dit. Bon, alors maintenant, il y a des choses qu'on peut balayer très rapidement. Sujet des binationaux. C'est un sujet, mon cher Gilbert, qui est tranché depuis que Noël Le Graët, dans son premier mandat à partir de 2011, a dit qu'il n'y avait plus de sujet. Il n'y a plus de question de binationaux qui avait été évidemment soulevée par l'affaire des quotas. Donc ça, c'est un. Voilà, on forme des joueurs, quel que soit leur double passeport. Attends, reformulons. C'est-à-dire que à aucun moment, ce n'est plus un sujet. À la fédération, quand on prend un gamin à 12-13 ans, poser la question. On se dit, tiens, attention, ce gamin-là, on pourrait le former et finalement, il pourrait partir jouer pour un autre pays. On ne va plus se poser cette question. On ne se pose pas la question, on sait clair. Que les choses sont claires. Pardon de vous rafraîchir la mémoire. Non, très bien, mais il faut le rappeler. Voilà. Bon, au niveau des performances, la France, depuis maintenant à peu près une dizaine d'années, est dans le top 5, top 3 même européen. Elle a d'ailleurs reçu à ce sujet, de par l'UEFA, le titre qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est le type Maurice Burlas, qui récompense la fédération qui a fait la meilleure formation en Europe. Mais comment c'est déterminé ça? En fonction du classement et les résultats des équipes de jeunes féminines. C'est en fonction des résultats des équipes de jeunes. Ouais. Mais moi, je te dis que pour les résultats des équipes de jeunes, je m'en fous complètement. Mais ça, c'est ton avis. Moi, je te dis pas que je m'en fous ou que je m'en fous pas. Je te dis ce qui se fait, ce qui se passe. Selon moi, ça ne doit pas être prioritaire dans la formation. Qu'est-ce qu'on s'en fout de gagner l'Euro des U17? Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi pas? Ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de former des joueurs pour qu'ils arrivent mûrs au haut niveau quand ils arrivent à 18, 19, 20 ans. On a parlé de performance aussi, hier soir.
Non, moi justement, mon propos hier soir, c'était de dire. Voilà, mais je vais y venir que le but. Arrêtons de viser les titres chez les gars. C'est de gagner tous les trophées dans lesquels les équipes de jeunes sont engagées. Après, sur la formation proprement parler, sur la préformation à partir de 2008, Gérard Rouillet a commencé à engager un virage parce qu'il fallait abandonner le schéma du footballeur français très costaud, avec de grosses qualités physiques et de vitesse, et on s'est recentré sur, mais je vous parle déjà, ça fait presque 10 ans maintenant, sur le jeu, l'essence du jeu, et de former des joueurs à avoir un peu plus de flair à ce sujet-là. À partir de 2010, et les incidents en Afrique du Sud, que je connais bien, là, on a ajouté une autre dimension qui est très importante. On s'est aussi concentré sur le profil des joueurs qu'on prenait en préfaux, voire en formation quand ils ne passaient pas par l'INF. Donc, des types qui ont une autre mentalité qui, pour le dire de manière plus crue, ne sont pas des casse-couilles, ne sont pas des cas sociaux. C'est-à-dire que là, un gamin surdoué en football, mais dont on sait que le comportement peut poser problème, il ne sera pas pris. Et qui a une évolution réduite de ce côté-là, non, on ne le prendra pas. On ne prendra pas, sauf si vraiment... Alors qu'avant... On peut faire en sorte que son entourage évolue, mais ça, la DTN n'a pas la main là-dessus. D'ailleurs, à ce sujet-là, on s'est rendu compte aussi que les enfants qui avaient des problèmes au niveau de la formation, c'était à l'époque des enfants qu'on déracinait. Aujourd'hui, on essaye de concentrer, surtout en préfaux, des gamins qui passent à l'INF en restant pas trop éloignés de leur domicile, pour rester dans le cocon familial, et c'est normal. Maintenant, dans les choses qui ne vont pas bien. Alors, tu parlais d'identité de jeu. Hier soir. Il faut remarquer que ce n'est pas une volonté, et ça n'a jamais été une volonté manifeste, d'avoir une identité de jeu que tu retrouves des U16 et qui va arriver jusqu'au U20, voire les espoirs. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que la France forme des joueurs pour que ces joueurs aient un bagage pluridisciplinaire qui leur permette de s'adapter évidemment en France, mais aussi à l'étranger. Il ne faut pas oublier que le football français est le premier exportateur européen. 781 joueurs qui s'exportent en 2016-2017. Pas loin d'être le premier mondial, même si je... C'est le premier en Europe, parce que devant nous, en fait, c'est les Brésiliens, parce que le marché européen est le marché le plus important au niveau des transferts. Donc, la fédération et la DTN ne cherchent pas à avoir des sélections qui gagnent à tout prix les trophées. L'autre aspect, c'est que sur l'identité de jeu, tu peux le faire sur la préformation. En revanche, tu ne peux pas l'imposer au centre de formation des clubs. Tu peux pas dire, ou c'est extrêmement difficile de dire, voilà, à Rennes, vous allez jouer comme nous, on vous dit de jouer dans vos centres de formation, tu vas pas le faire à Nice, tu vas pas le faire à Sochaux, etc. L'autre il y a comment dirais-je, une espèce d'effet de radiation, c'est-à-dire que si à la fédération on met en place une stratégie claire avec un style qu'on veut développer et mettre en place, comme l'ont fait les Espagnols par exemple, tu constates qu'après les clubs de façon assez naturelle ont plutôt tendance à suivre. Tu vois, ils peuvent y songer. Il faut voir si Hubert Fournier va dire tiens, on va s'orienter vers ça. Mais aux Pays-Bas, l'école Ajax irradie au-delà de l'Ajax. C'est l'école d'un club. En Espagne, l'école Barça irradie au-delà du Barça. 12 mois sur 12. Le Barça avec la Masia, l'Ajax avec son centre de formation, et un système qui est celui du 4-3-3 depuis 60-70 ans. Maintenant, quand tu es dans les sélections de jeunes, tu as quand même aussi tes gamins une fois tous les 1 mois et demi ou tous les 2 mois. Alors que quand ils sont en centre de formation, là encore, ils y sont tous les jours. Quelque chose qui ne va pas, c'est les espoirs. Également, tout le monde le sait, c'est une sélection qui est en complète érosion. Elle n'a plus participé à une phase finale de championnat espoir depuis 2006 avec René Girard, notre ami. Juste sur les résultats, je parlais des U17, machin, moi je m'arrête aux espoirs. Parce que les espoirs, c'est les Jeux Olympiques, par exemple. Les espoirs, là, j'estime que tu dois avoir une stratégie de résultats chez les espoirs. Vous vous souvenez de la dernière qualification d'une équipe de France que tu n'as pas besoin d'avoir pour les équipes des plus jeunes. Vous vous souvenez 96. Atlanta. 96, Atlanta, ça commence à dater également. Donc les espoirs, il y a non seulement une question de qu'est-ce qu'on fait de cette sélection, mais aussi de lui redorer son blason. Parce qu'on a l'impression que c'est devenu une espèce d'antichambre de l'équipe de France et qu'elle n'a plus aucun intérêt. Il y a un mec qui aurait dû être sélectionneur des espoirs, c'est Landreau. Landreau, c'est le type qui a le plus joué d'espoir de sa vie. L'autre point, mais ça tu n'en as pas parlé hier soir. Ça en revanche, ça c'est un peu plus une idée que j'évoque dans l'after, parce que ça peut servir à ça aussi dans cette émission. C'est que par rapport à ces 700 et quelques joueurs français qui s'exportent, évidemment vous avez beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans des voies de garage, qui se retrouvent dans des impasses. Ça fait le jeu, non pas d'agents, parce que quand c'est des mineurs, il n'y a pas d'agents véritablement attitrés, mais ça fait le jeu d'intermédiaires véreux. Et là, je pense que la fédération pourrait, avec l'UEFA, mais ça ne peut pas seulement passer par
par les instances du foot, ça doit passer au niveau aussi de l'Union européenne, avoir une meilleure régularisation, une meilleure maîtrise de ce marché où il y a des jeunes qui sont aujourd'hui récupérés par des intermédiaires qui leur font miroiter beaucoup trop de choses. Alors, ça peut marcher pour certains parce qu'il y a un talent qui peut... Toi, tu vas faire le ménage de l'entourage des gamins, quoi. Et l'imposer légalement. Vu le marché français des jeunes, je pense que ce serait quelque chose, un chantier à développer. Tu as quitté la Fédé en quelle année ? 2013. Bon, on est en 2017. Oui. Et là, ce soir, tu nous apportes, alors que tu as quitté la Fédé depuis donc 5 ans, tu nous apportes plus d'infos que le DTN en place et que son prédécesseur, qui, en gros, avait sans doute plein d'idées sympas et qui a fait des choses. Mais je veux dire, il y a un énorme problème de communication. Là. Enfin, il y a un énorme problème de faire savoir. C'est terrible. Non, mais c'est pas qu'un problème de faire ça. C'est les résultats. Ils sont les résultats de ce que fait la formation. Je veux bien qu'il y ait eu des bonnes intentions, des trucs qui ont été mis en place, mais je trouve pas qu'en termes de qualité, on forme de la quantité. Et de la qualité, on est encore très très loin de nos compères européens. Par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Espagne. Je suis désolé, mais il suffit de voir les joueurs qui sortent. C'est des joueurs le classement français avec les indices UEFA. Alors attention parce que ça c'est un truc. Tu te retrouves dans la qualité sur de la performance. Et quand tu écoutes certains, j'aimerais bien le voir parce que quand tu écoutes pas mal de recruteurs internationaux, ils te disent attention, les joueurs français sont parmi les mieux formés, c'est bien pour ça qu'on vient recruter ici. Ils reconnaissent pour beaucoup une qualité de formation à la française. Et nous, parfois, c'est vrai, Jonathan, on a tendance à se dire, mais oui, mais en fait, c'est 4 titres. Tu as 4 titres. Alors, je parle que des titres, je parle pas des finales ou des demi-finales, mais tu as 4 titres depuis 7 ans. 7 ans, en gros, c'est une génération. Sur les garçons, tu dois en avoir aussi quelques-uns sur les filles, notamment un titre de championne du monde. Parce qu'il faut englober toujours les deux pour donner la photographie de ce qu'un pays fournit en termes de formation. Et l'Espagne et l'Allemagne, si on regarde les résultats, de titres, mais aussi de places de finalistes, sont dans cette dynamique avec le Portugal et les Pays-Bas qui sont toujours aussi pas loin. J'aimerais bien savoir les joueurs qui sont formés en France. J'aimerais bien qu'on me dise sur les 5-6 dernières années des joueurs de qualité, de niveau international qui sont des purs produits de la formation à la française. T'en as quelques-uns, ouais. Tu peux les citer. 5-6. Non, mais je t'enlève Griezmann, puisque c'est un cas à part. Ouais. On enlève Pogba, Benzema. Non, mais à part Benzema, voilà. Sur les 5-6 dernières années. T'as là comme ça, Varane, Pogba. Enfin, je vais pas m'amuser tous à les citer. Il a fait sa post-formation au Real. Il n'était pas fini. C'était pas un joueur qui avait fini sa formation quand il était parti. C'est une formation. Oui, c'est une formation. C'est une formation française. Et en tout cas, la préfo, elle est française. L'outil de départ. Mais moi, je pense pas qu'il serait devenu aussi bon que ce qu'il est à l'heure actuelle s'il n'était pas parti au Real. Là, on est en train de se gosser des Lemar, des Real le prend parce mais ils ont rencontré Bielsa et Jardim. On est en train de se gosser des joueurs qu'on a en équipe de France, mais c'est des joueurs qui sont soit partis en cité. Kurzawa a été. Mais on parle de bons joueurs après de niveau international. Ah ben ça c'est ton avis. C'est un joueur moi je donne pas mon avis. C'est un joueur que tu sens tactiquement, il a été bien formé, que tout. Tiens, j'ai beaucoup de réactions là sur le hashtag RMC Live. Je vais vous en dire sur le bagage chez les jeunes, ça va pas être le point où tu vas le plus appuyer parce que tu vas y arriver à la fin de sa formation. Et c'est dans les centres de formation et à la fin de ton centre de formation que tu vas aller, et ça dépend du coach que tu vas avoir aussi. Parce que le coach, il peut le faire progresser seulement là-dessus. Le coach, quand tu signes ton contrat pro, ton coach, il t'apprend plus à faire une passe ou un contrôle. C'est sur l'aspect tactique, sur l'intelligence collective qui peut te faire développer. Donc, tu es vraiment à la fin de la formation. Alors, si l'intelligence de jeu arrive Mbappé... Si l'intelligence de jeu arrive à la fin de la formation, c'est inquiétant, alors. Excusez-moi, petite parenthèse. Si tu veux. Figurez-vous qu'on vient d'apprendre, je vais donner tout à l'heure une information sur Donnarumma. Donnarumma vient d'expliquer que son compte a été hacké et qu'il ne voulait pas du tout prolonger au Milan. C'est véridique. Donc, il n'a pas vu la petite pastille bleue normalement. C'était un message sur son compte Instagram et en fait, donc ce n'est pas lui qui était à l'origine de ce message. Du coup, il a fermé ce soir son compte et voilà. Donc on en reste en l'état sur Donnarumma au Milan AC. Précision faite. Quelques tweets les gars concernant notre discussion avant de parler de Metz. Toto Berizzo qui nous dit pour la DTN, je comprends pas pourquoi on cherche pas des personnes compétentes à l'étranger. Alors ça, c'est vrai que
Ça se fait pas, enfin c'est pas la tradition. On mange pas de ce pain-là à la fédération. Mais même ailleurs, je veux dire en Espagne, je vois pas des étrangers arriver, ou en Allemagne ou en Italie, on fait ça dans un pays qui a entre nationaux, quoi. Ouais. Voilà. Samuel 95 qui lui dit comparé à l'Allemagne ou l'Espagne, on est complètement à la rue niveau formation des footballeurs, et ça depuis 15-20 ans, dit-il. Donc non, ça tient. Enfin, c'est pas que ça tient pas debout, c'est que c'est faux, puisque les résultats des 3 sélections, et si on y ajoute le Portugal et les Pays-Bas, sont de bons résultats. Il y a une bonne formation générale du football français. Je veux dire, quand les agents s'excitent sur les joueurs français, c'est pas simplement parce qu'ils sont athlétiques. Maintenant, il y a un truc qui revient aussi dans pas mal de messages, et c'est pas faux, c'est l'exportation de joueurs. Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose ? Quand tu vois qu'en Allemagne, ça veut dire notre championnat est moyen. Quand tu vois qu'en Allemagne, par exemple, ou en Espagne, les mecs, ils restent quasiment tous dans leur propre championnat. C'est-à-dire qu'il y a un truc culturel. Ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que notre championnat est moyen. Le championnat de France, oui, il est moyen bon, oui, ça, on n'a pas découvert l'eau chaude ce soir avec cette. Et que les jeunes, les jeunes que quand tu les joueurs d'anglaises que jouent en France. Quand tu en exportes autant, les 3 pays qui exportent le plus, il y en a un européen, on l'a dit. Ouais. Devant, c'est le Brésil, championnat brésilien. C'est un très bon championnat en Amérique du Sud, mais pour des raisons économiques, il faut bien que les mecs partent. Et après la France, c'est le championnat d'Argentine. Un championnat en faillite, ou en quasi-faillite. Donc, tu as 3 bons joueurs formés, avec après l'outil de jeu, le playground, qui n'est pas conforme au potentiel que tu donnes à ces joueurs. Et quand tu vois ces joueurs français, on l'a souvent vérifié, on le dit ici, quand ils débarquent dans des grands clubs étrangers, et qu'ils ont des grands coachs et qui te disent qu'ils progressent au niveau de l'intelligence de jeu, je pense que c'est que dans la formation française, il y a peut-être des réglages à faire, mais tu leur donnes un bagage, je disais, pluridisciplinaire. Fournier, Hubert de son prénom, est invité en septembre dans l'after. J'espère qu'il viendra nous dévoiler son programme, son plan, ses envies, ses ambitions en septembre, espérons-le. Il nous reste 6 minutes 22 au chrono de l'after qui s'affiche en grand sur notre télé géante à côté. Là. Allez. On va parler de Metz, comme promis. Eh oui. Le Strasbourgeois fait passer le Metz. Le FC Metz, messieurs, dames, est à l'honneur dans l'after grâce à Laurent. Ça te fait mal, hein ? Supporter de Metz. Bon, pas du tout. J'aime bien les Messins, moi. D'habitude, on leur met des trempes avec Strasbourg. Salut Laurent. Bonsoir les Alsaciens. Salut. Salut Laurent. Salut Gilbert. Bonsoir monsieur. Alors, je te bombarde. Quel honneur. Donc, j'ai 5 minutes 53 là, c'est ça ? Exactement. Je te bombarde, directeur sportif du FC Metz. Qu'est-ce que tu fais au mercato ? Bah écoute, déjà je trouve que c'est un peu tard, malheureusement. L'entraînement a repris hier. Le mercato, il continue encore pendant plusieurs semaines. Allez. Oui, bien sûr, mais moi je fais partie de ceux qui pensent qu'un Comboiré ou un Gourvenec l'année dernière aurait amené le club entre la. Tu voulais changer de coach déjà, toi ? Objectivement, il a rempli ses objectifs, mais je pense qu'il n'a pas optimisé cette équipe. Je pense que l'effectif était potentiellement entre une 8e et une 11e place, comme Guingamp par exemple, ou même Nantes qui n'avait pas un effectif forcément meilleur. On a pris 72 buts l'année dernière, on en a marqué que 39, on a pris quelques branlées contre Lorient ou Nancy notamment. Tout ça, c'était pas satisfaisant. Bref, donc pourtant, t'as un gars qui est un local, qui connaît bien le club, qui a joué. Non, mais c'est pour ça que là, je lui laisse, comment dirais-je, le bénéfice du doute. Voilà, je vais lui faire confiance jusqu'au mois de décembre. Par contre, je vais lui poser des conditions pour son maintien en décembre. C'est avoir un total de points de 23 points à la trêve. Et je veux voir une maîtrise plus importante dans le jeu et une solidité défensive plus importante. Je constate aussi que le club a de bonnes infrastructures, qu'on a une académie de foot au Sénégal qui fonctionne très bien, qui est championne de son pays cette année, qui a sorti des qui fournit quelques joueurs sympas en effet. Voilà, exactement. Cissé, Sako, Sadio Mané et Ismaïla Sarr cette année. Donc je vais en profiter et je trouve par contre que le centre de formation ne sort plus assez de bons joueurs. Et plus de joueurs locaux, puisque c'est les joueurs qui ne sont pas des locaux, comme Kemen par exemple ou Cornet, se barrent sans jouer quasiment dans l'équipe professionnelle. Donc c'est pareil, donc ça faudra mettre en place un partenariat avec des clubs de la région et le Grand-Duché du Luxembourg pour détecter les talents plus tôt. Ça, tous les Luxembourgeois bons, ils passent par Metz. Pas assez à mon sens. Je trouve que ça fait longtemps qu'on sort plus de joueurs locaux en fait de la région quoi. Depuis Pjanic et Nbakoto, je trouve que il y a pas beaucoup quoi. Voilà. Bon. Donc concernant le mercato, oui, mais attends. Est-ce qu'il y a un gars, un Messin ou un Mosellan qui a explosé ailleurs Pjanic. Oui, il est passé par Metz avant. Bien sûr. Il y en a aucun qui vous a échappé en fait. Peut-être qu'il n'y en a pas eu du tout depuis. Bah ouais, mais si tu veux, ils nous ont pas échappé, mais ils sont partis très tôt. Kemen par exemple et Cornet, c'est du gâchis quoi.
Enfin, voilà. Donc déjà, tu fais un effort au niveau formation. Ensuite, voilà, tout à fait. Ensuite, concernant donc le mercato avec 35 millions d'euros, il faut être malin. Donc conserver les valeurs sûres comme Bicevac, Jouve, Coa, Dassault et Koto, etc. Vendre les 3 joueurs qui ont la valeur marchande comme Sarr qui vaut entre 10 et 15, Doucouré qui vaut 2 millions et Pillon qui vaut à peu près entre 2 et 3. Récupérer des joueurs de Ligue 1 en fin de contrat, etc. Donc je vais écourter un petit peu parce que j'ai fait un petit peu plus long. On va passer directement sur l'équipe type si ça vous dérange pas. Vas-y. Donc sur le papier, donc ça donnerait dans les buts, on conserve Kawashima, le gardien japonais. Ah oui, révélation de l'année. Ouais, qui a récupéré le poste, qui est parti en numéro 3 et qui finit numéro 1 sur la fin de saison. On vend Didion qui, pour moi, il y a quelque chose de cassé, donc je pense qu'il faut le laisser partir et il a une valeur marchande, donc essayer de récupérer 2 ou 3 millions. Moi, je ferais venir Carasso, qui je pense est encore une valeur sûre de Ligue 1. Et qui en numéro 1 ou en numéro 2 ? Bah écoute, moi je les mets en concurrence, donc il faut récupérer 2 gardiens parce qu'Oberhauser est parti aussi. Il faut récupérer donc Carasso et moi je verrais Jean-Louis Léca par exemple, ou un Paul Nardi en prêt, le gardien qui est de Monaco, qui a été prêté un petit peu partout, là qui est à Bruges. Ok, passe à la défense. Allez, la défense centrale, donc je conserve Bicevac, Simon Salette et Niakate qui vient d'être recruté. J'essaye de recruter soit, donc je donne plusieurs choix, hein. Paul Bays, qui oui, il devrait signer en Espagne, Bays. Bah, il a refusé Malaga, apparemment. Oui, mais bon, t'as aucune chance. Il n'y a aucune chance. Bon, allez, on est d'accord. Ensuite, il y a Michael Siani. Je pense que c'est faisable. Après, il y a un Marco Bacha ou un... Ouais, un peu sur la fin, Michael Siani. Il a du mal à courir. Hein. Tu l'as vu en barrage avec Lorient ? Ouais, bien sûr, mais ça reste quand même des joueurs confirmés. Après, tu as du Marco Bacha qui est un peu vieux aussi, c'est vrai, mais enfin, on est à Metz, hein, on n'est pas à Paris. Hein. Après, il y a Eko Elemanga qui m'intéresse et Beria. Ensuite, donc, je fais partir 3 joueurs. Ensuite, à gauche, on a tout ce qu'il faut. On a Soué Koto, Mathieu Hudol, pas de problème. À droite, Baliou qui a signé, c'est bon. Au milieu milieu défensif, je conserve Mandjek et Fallou Diagne, qui est capable de jouer un petit peu plus haut. Et j'essaye d'axer sur un joueur de Ligue 1, Magouba ou Jérémy Clément. Ensuite, un joueur de Ligue 2, un Tardieu ou un Jean Dofus, les joueurs de Sochaux, ou un Fulgini, mais lui, je pense qu'il est moins accessible. Et en attaque Et en attaque, donc sur les côtés, il faut récupérer un Lemoine, un Cornier, un Ferré ou un Danique. En plus de récupérer Bounassar. Bounassar, pourquoi pas en prêt, je l'ai marqué. Hein. Non, mais c'est pas idiot. Hein. Bounassar ou un Botéac, ou un Jimmy Cabot, ou un Batokyo et un Mouma, ça pour moi c'est la priorité, quoi. Laurent, puisque tu parlais des Luxembourgeois qui sont tout prêts, qu'est-ce que tu comptes faire de Thiel ? Bah Vincent Thiel, il faudrait le prêter, il est encore jeune, c'est vrai qu'il a un peu le melon malheureusement. C'est un joueur qui a d'excellentes qualités, mais je pense qu'il faudrait le prêter une année encore ou 2 avant qu'il puisse intégrer l'équipe professionnelle. Il a que 17 ans, donc ça me paraît un peu juste pour l'instant. Mais c'est un joueur où il faut le prêter, il ne faut pas le vendre, il faut le garder absolument. Laurent, tu nous refais quand même une bonne partie de l'équipe. Moi, je finis par l'attaque, comme ça c'est complet. On essaye de récupérer Diabaté, qui coûte 3 millions d'euros, il faut lever l'option, enfin faut le récupérer. Il y a le petit Habib Diallo qui a mis 7 buts sur les 16 derniers matchs en Ligue 2 à Brest, qu'il faut intégrer en Ligue 1. Et après, il faut essayer de récupérer 1 ou 2 joueurs. Moi, je pense à Crivelli, qui a mis 10 buts cette année sur 23 matchs. Après, il y a des joueurs comme Waris, Mukonjo ou Bouanga. C'est un joueur de Tours qui a marqué 16 buts en Ligue 2, voilà, qui est vraiment pas mal. Alors, moi, je vais te dire, je te trouve bien ambitieux, mais il y a quand même des noms que tu me cites là. Quand j'entends Beria, Mavouba ou Siani, je me dis, mais tu fais quoi, ton maison de retraite ou tu veux te maintenir en Ligue 1, mon petit. Il faut partir quand même du postulat on est le FMS. Et que cette année, ça a quand même pas mal fonctionné, les joueurs âgés. C'est-à-dire qu'un Bicevac, il a rendu beaucoup de services. Assoué Koto. Enfin bon, Mavouba et Beria, bon, c'est là, on va loin quand même. Il a que 33 ans, Mavouba. Je pense qu'il a encore une ou deux années dans les pattes, quoi. Il est libre. En même temps, ta lucidité t'honore quand tu nous dis nous sommes Metz et pas Paris. Bien sûr, non, il faut. Voilà. Je te mets 7. Jonathan, je trouvais ça bien, mais c'est trop. Alors on prend lui, pas de choix, c'est clair, je te mets 6,5. Bah moi je peux faire des choix, mais le problème qu'il y a, c'est que si tu il faut faire des choix quand t'es directeur sportif, c'est le jeu. François, moi je te mets la même note parce que t'es le meilleur journaliste français. Donc tu mets Gilbert. Non, je mets 7. Quand t'es le SMS, il faut viser plusieurs joueurs. Tu peux pas dire je vais prendre par exemple. Ah ça nous sommes d'accord. Tu peux pas dire je vais prendre Fabien Lemoine. Mais on va dire que tu fonctionnes un peu au filet dérivant quand même. Là, tu nous as sorti une liste de noms assez impressionnante. Mais bon, t'as fait le métier, Laurent, et pour ça nous te félicitons. Et c'est très franco-français.
Prochain directeur sportif, peut-être 3 demain, on verra, ou Amiens, ou Dijon. C'est Jérôme Bretagne qui fait 3 peut-être. Demain, match de l'after à 17h au stade Bauer à Saint-Ouen. Venez nombreux. Et demain soir, l'after à 22h, bien sûr. Merci François, merci Jonathan. Merci. Et à demain. Salut les amis.